Bienvenue aux Engagés publics, je suis Louis-Philippe Valiquette et je suis avec Denis Martel. Salut, ça va bien? Salut Louis-Philippe, comment tu vas? Ça va. Et Benoît Tardif, comment ça va? Ça va très bien, je suis très content d'être là. Good. Donc, alors, cette semaine, aux Engagés, premièrement, le gouvernement Legault s'installe à Québec. Oui, c'est notre premier épisode depuis les élections. Ensuite, on revient sur le Dorion Gate. Et finalement, à l'international, les francophones sont malmenés en Ontario. Donc, oui, les gars, cette semaine, en fait, Benoît, c'est ta première participation avec nous. J'aimerais ça qu'on commence peut-être par, autant pour moi que pour les auditeurs, on aimerait ça te connaître un peu plus. Donc, si tu pouvais te présenter. Moi, je suis Benoît Tardy, je suis professeur de français dans la vie, et puis, accessoirement, je suis président du PQ de Charlebourg. Un peu par défaut, parce que le président qui était là avant moi a été obligé de quitter inopinément. Les maudits démissionnaires. Tout le temps. Donc, c'est ça. Je m'implique un peu depuis quelques années. J'essaie de pas être trop partisan, puis d'essayer de voir qu'est-ce que les gens disent intelligents des deux bords. Quand tu dis pas trop être partisan, tu veux dire pas trop partisan pour le PQ ou pas trop partisan parmi... Pas pour les Canadiens aussi. Ah ouais. Non, écoute, c'est ça. Là, j'essaie de pas trop être partisan. Je trouve que le fanatisme, c'est pas une bonne valeur. Fait que là, tu fais peut-être référence aux multiples courses à la chefferie, puis des affaires comme ça, ou... Entre autres choses. En fait, si les gens se parlaient plus, je pense qu'on se comprendrait mieux. Ouais. Puis, juste comme ça fait combien de temps à peu près que tu es impliqué, autant en politique, au PQ, dans la vie civile, si c'est le cas? Au PQ, je pense que ça fait quelque chose comme 4 ans. Là. Je me suis impliqué dans les... J'ai pris ma carte, puis je suis devenu membre de l'exécutif de Charlebourg dans les mois qui ont précédé l'élection de 2014. On faisait des blagues tantôt, LP, parce que sur les démissionnaires, parce que quand j'ai démissionné de mon poste, c'était mon ancien poste à présidence de Charlebourg. J'étais aussi président régional, mais Benoît a accepté de relever le défi là, suite à mon départ pour la présidence de Charlebourg. Fait que j'espère que tu as laissé ça en bon état. Ah oui, c'était absolument fabuleux. En fait, je serais curieux de l'entendre. Okay, non, c'était bien correct. En fait, c'est Denis qui m'a amené là, évidemment, là, parce qu'il m'a dit, il a eu le meilleur argument, je pense, de tout. Il a dit, arrête de crier après ta TV, puis implique-toi. Je trouvais que c'était un bon argument. Mais tu me demandais combien ça fait de temps que je m'implique. Je m'implique en politique, là, pour vrai, sous la bannière d'un parti depuis environ 5 ans, disons. Mais ça fait longtemps que je crie après ma TV. Là. Mais ça a été un élément qui a été difficile pour Ben de dire vraiment je me range derrière un parti justement parce que je me souviens Ben que je t'appelle Ben, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît là. Je me souviens que pour toi c'était quand même quelque chose de très impliquant justement de peut-être t'avais cette crainte-là de perdre un peu ta liberté puis que t'avais peut-être peur que ça t'amène à être un peu trop partisan à ton goût justement. C'est vrai. Mais écoute, quand j'ai peut-être un peu moins parlé publiquement de mes opinions, mais quand vient le temps de les dire, je me gêne pas. Là. Que ce soit dans le parti. Qu'est-ce que tu dirais que t'es plutôt... Ouais. Fait qu'est-ce que tu dirais que t'es plutôt du genre à défendre vraiment les idées? Tu sais, dans le fond, tu t'es joint au mouvement, entre autres, pour un groupe d'idées que tu avais en tête, que tu voulais défendre, puis c'est pour ça que tu as joint le PQ, parce que c'est ça qui ressemblait le plus à toi, ou... Je suis un indépendantiste. C'est ça la raison. Il y a pas, c'est déjà une très bonne raison. C'est pas mal la seule, en fait. Je veux dire, je me reconnais dans ce parti-là. Dans la dernière élection, je pense que c'est eux qui présentaient le meilleur programme, etc. Mm-hmm. Mais c'est la principale raison pourquoi je suis au Parti québécois, c'est parce que je suis un indépendantiste. Cool, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, puis je suis pas mal sûr que la perspective que tu as sur les choses va grandement améliorer cette émission-là. Puis, je voulais juste souligner encore le fait que Montréal, on est en désavantage numérique face à Québec, là, mais en tout cas, on va voir comment ça se déroule pendant l'épisode. Sinon, Denis, toi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, ou disons depuis les élections, qui t'a allumé, puis que...
Écoute, j'ai vécu, je pense, une petite dépression post-électorale. Pas juste à cause nécessairement que c'est pas tant à cause des partis du parti qui a été élu, j'allais dire des partis qui ont été élus. Pas à cause nécessairement à cause de ça, plutôt à cause de la qualité des débats, l'émotion qui tourne autour de ça. Tout le monde essaye toujours de forcer la note pour pousser l'adversaire dans des supposées contradictions. Puis ça, moi, honnêtement, ça m'a fatigué. C'est le terme que j'utiliserais. Là. On dirait que ça m'a mentalement fatigué. Puis ça m'a, un peu comme Benoît disait tantôt, là, ça m'a comme renforcé dans ma conviction de rejeter les dogmes, puis de rejeter aussi là, les esprits partisans qui sont prêts à dire n'importe quoi, juste parce que c'est une ligne de parti ou juste parce que c'est notre gang qui le dit. Tu sais. Ça m'a laissé avec un état de fatigue suite à l'élection. Par rapport à ça, justement, peut-être c'est une question très introspective, mais est-ce que tu trouves que tu as plus suivi l'actualité politique cette année, peut-être à cause du balado ou peut-être autre chose? Oui, puis je te dirais que ce qui m'a fait voir les choses différemment, premièrement, c'est que j'ai démissionné justement à l'élection pour diverses raisons, entre autres des raisons professionnelles. J'ai pris un pas de recul. La balado m'amenait aussi à prendre un pas de recul parce que, mine de rien, même si on fait ça pour s'amuser, ben je me veux une démarche quand même. Je veux mettre mettre de l'énergie dans cette démarche-là. Puis avec les entrevues que l'on a pu, les gens qu'on a pu recevoir en entrevue, ben, je pense que vous l'avez vu, tu sais, j'étais enthousiaste à chaque fois que je quittais une entrevue, que ce soit avec Mario Asselin de la CAQ ou que ce soit avec Catherine Dorion. C'était rendu un running gag. Pas avec Catherine Dorion d'ailleurs, non, c'était post-électoral ça, avec Sol Zanetti. Ouais. Je revenais toujours au prochain podcast là, plein d'énergie, puis comme si j'avais vécu une bromance, autant avec Mario qu'avec Sol, tu sais. Ça faisait bien rire JS d'ailleurs. Ça, je te dirais que c'est le côté. C'est en logique directe avec ce que je disais tantôt, tu sais. Mais ce que j'ai aimé quand même, là, si on peut regarder des côtés positifs, c'est cette possibilité de pas de recul-là que j'ai fait. Puis effectivement, c'est beaucoup grâce au podcast. Cool. Sinon, ben, si on va de mon côté, moi, je vais y aller plus dans ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Ben, en fait, j'ai été au Salon du Livre de Montréal pour la première fois. Je me disais, je sais pas pourquoi j'ai attendu jusqu'à 29 ans pour aller faire ça. Il me semble que c'est quand même un événement assez impressionnant. On dirait que tu rentres là, puis c'est comme la Mecque du livre, là. N'en déplaise à peu importe. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Non seulement la quantité de livres qui étaient présentés, mais aussi à quel point ils étaient capables de mettre de l'avant certaines œuvres, justement, surtout très souvent de Québécois. Puis la quantité aussi d'auteurs qui étaient sur place, qui répondaient aux questions et tout. Sûr que ça a permis de faire toutes sortes de rencontres. D'ailleurs, entre autres, par exemple, des personnes qui ont écrit le livre sur l'ancien maire de la ville de Laval. Oui? Des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était bien cocasse et loufoque dans certaines situations. Puis sinon, j'ai été à Le Devoir organiser une conférence sur justement le virage vert, disons, durant l'événement. Puis c'était quand même intéressant. Il y avait plusieurs personnes de plusieurs horizons différents. Il y en avait un qui avait plus le côté économique du passage à l'économie verte. Donc, comment est-ce que ça peut être bénéfique d'un côté, disons, capitaliste. Puis, tu en avais d'autres qui, bon, selon moi, sont un peu plus intéressants pour ce point de vue-là, mais qui étaient plutôt à l'encontre de cette question-là, un peu plus côté peut-être décroissance ou... en tout cas, fait que j'ai trouvé ça bien intéressant, surtout dans le cadre où est-ce qu'on vit en ce moment. On a parlé beaucoup avec l'élection que c'est une préoccupation de plus en plus importante. L'aspect vert, là, l'aspect environnemental. Mais qu'est-ce qu'un intellectuel comme toi, LP, je veux dire, je suis un peu surpris d'entendre que tu as découvert le Salon du Livre à ta 29e année sur Terre, alors qu'on sait très bien là, que tu es un intellectuel assez hardcore. Moi, je pensais que tu avais écrit un livre. C'est pour ça que tu étais au Salon du Livre.
Non, même pas. Qui sait? Peut-être un jour, ou peut-être un autre L'année prochaine. engagé public un jour. Mais non, ben justement, je me pose exactement la même question que toi, Denis. On dirait que j'avais pas été... tu sais, je savais que ça existait, mais on dirait que cette année, je me suis plus informé à propos du Salon du Livre, puis je sais pas, peut-être que les émissions que j'écoute m'ont plus poussé à y aller. Mais... Écoute, si moi, j'avais dit, j'étais allé pour la première fois de ma vie au Salon du Livre, cette année, personne n'aurait rien dit. Là, que toi, tu le dises. Mais mettons, tu t'avais dit, j'ai écouté Choix Radio X pour la première fois cette semaine, là, les gens auraient été surpris. Effectivement, personne ne m'aurait cru non plus. On va parler cette semaine de notre nouveau gouvernement. Là, ça fait 2 mois que les élections sont passées. Donc, la reprise à l'Assemblée nationale va avoir lieu, en fait, aujourd'hui, alors qu'on enregistre, mardi le 27 novembre. D'ailleurs, le PQ et Québec solidaire ont obtenu le statut de groupe parlementaire. Donc, on va bien voir comment est-ce qu'ils vont utiliser ce pouvoir-là. On s'attend alors au dépôt de projets de loi sur la diminution de la taxe scolaire, la hausse de l'âge légal pour consommer du cannabis qui passera de 18 à 21 ans et une diminution des seuils d'immigration de 20 %. Fait que ça limiterait l'accueil à un maximum de 40 000 immigrants par année. Sinon, Legault n'est pas certain qu'il y ait un surplus de 3 milliards. Il y aurait donc une mise à jour économique le 3 décembre. On va bien voir où ça mène. Le gouvernement veut revoir la rédaction des rapports financiers. Le Parti libéral, mis en cause, crie au scandale. Sinon, François Legault a aussi fait une place à Chassin, Lafrenière et Lavallée, qui avaient été exclus du cabinet. Notons que Chassin sera adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, le troisième lien est dans les cartons du nouveau gouvernement. Le problème, c'est qu'on parle d'une fenêtre débutant en 2027. On a déjà beaucoup parlé de ce problème-là et on a encore l'occasion d'en reparler. En passant justement le pont de l'île d'Orléans ajouté au mandat de bureau d'études du troisième lien. Alors, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à maintenant de votre nouveau gouvernement qui vient tout juste de reprendre la session? Denis, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'étais un peu surpris d'avoir vu la CAQ là, depuis l'élection annoncer toutes sortes de reculs, entre autres sur la laïcité puis sur les remboursements qui semblaient avoir promis pour Hydro-Québec, là, pour les surplus perçus en trop, ou en tout cas, l'argent perçu en trop. Ouais, c'est quelque chose qui avait quand même décrié de façon très volubile durant la fin de l'année. Il avait déchiré sa chemise là-dessus. Mais moi, j'ai hâte de voir si la CAQ va poser un geste fondateur, va vraiment se mettre en place, pour prendre ses marques, faire vraiment bien marquer sa prise de contrôle, montrer que maintenant c'est eux qui se distinguent par quelque chose et qui sont effectivement différents du PLQ. On l'a entendu, hein, la PLCAQ, la CAQ et le PLQ, c'est la même chose. Les syndicats nous l'ont dit, les partis d'opposition nous l'ont dit. Maintenant, il va falloir qu'ils nous le montrent que c'est différent, parce que là, même quand on regarde la volonté de réinvestir dans Bombardier, puis je sais qu'on va en parler tantôt, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui nous démontre que la CAQ est partie pour être un parti avec sa propre identité. Peut-être le parti de l'identité, mais pas avec sa propre identité. C'est certain, puis je pense que justement, juste tout de suite après leurs élections, ça n'a pas été très long qu'ils ont dit « Ah oui, les autres partis aussi avaient des bons programmes, ils proposaient des trucs intéressants. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé ça bien, qui mettent peut-être de l'eau dans leur vin, mais je ne sais pas si justement ça va les aider à être capables de se différencier. Puis est-ce que ça vaut la peine aussi de se différencier? Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, Benoît. Je ne sais pas si ça va leur permettre de se différencier, mais ce qui est un peu décevant de tout ça, c'est qu'ils ne sont pas très différents des autres, que ce soit le PQ ou les libéraux qui ont été là avant eux autres. T'sais, ils ont fait des promesses, puis là, déjà, ils essayent de reculer un peu. Ils disent peut-être que ça ne sera pas aussi simple qu'on voudrait, puis il va falloir étudier, puis il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis au fond, ils sont le parti du changement, là, ils sont pas très différents des autres avant eux autres. Ils ont été élus pour ça. Je pense que ça va faire quelques mécontents parmi les gens qui ont voté pour eux autres aux dernières élections. Mais ça doit déjà commencer.
je veux quand même dire quelque chose de positif. Moi, j'apprécie le côté plus nationaliste là, de la CAQ. Tu sais, quand ils ont découvert la muraille, là, ou je sais pas trop comment appeler ça, là, Ouais. dans le Vieux-Québec, là, le côté Mhm. archéologique, et puis que le chef est venu dire je suis le chef de la nation québécoise, là. Moi, je sais pas, j'haïs pas ça. Moi, je suis prêt à y passer deux, trois niaiseries s'il continue sur ce ton-là. Ça fait du bien, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, là, comme premier ministre du Québec, là. Un Ben gars là, qui se reconnaît comme membre d'une nation québécoise, là, ça faisait longtemps qu'on avait vu ça. c'est à 180 degrés par rapport à Couillard. Mais après ça, ben, ce que je me demande, c'est comment est-ce que ça va se traduire en action vraiment politique, tu sais, quel effet ça va avoir, parce que là, tu sais, je veux pas dire qu'on s'en fout des ruines qu'il y avait, ben, pas des ruines, mais de l'opportunité archéologique qu'il y avait à Québec, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui va amener des super grands changements. OK, Est-ce que est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous pensez vraiment où est-ce qu'il s'en va être différent, justement, qui va affirmer ce côté-là nationaliste, ben ok, Benoît? peut-être que mon exemple n'était pas bon, peut-être que j'étais un petit peu trop québéco-centriste, je ne sais pas, mais regarde, quand il a dit à Justin Trudeau, c'est pas le gouvernement fédéral qui va venir me dire quoi faire, là, ça j'aime ça, là. Ça, on n'a jamais vu un gouvernement libéral dans les 15 dernières années, là. Le dernier qui a dit des affaires de même, c'est Robert Bourassa, là. Mhm. Puis Ça route, là. puis tu sais, je veux dire, merci LP pour on voit là, quelle importance que tu portes à notre histoire, à notre patrimoine. Non, non, je fais des blagues. Non, mais si c'était à Montréal, peut-être, là, C'est mais évidemment. il y en a déjà pas mal de ruines à Québec, À là. Québec, c'est des ruines. À Euh, Montréal, ça aurait été de l'histoire puis du patrimoine. Quoi qu'il en soit, l'exemple n'était pas tant autour de ça que simplement l'occasion a été bonne pour lui de venir affirmer cette réalité-là, le fait qu'il était chef d'une nation. Et tu sais, puis ça vient affirmer notre statut de nation, chose qu'on n'a pas entendue depuis longtemps, effectivement. Oui, en effet, c'est un beau geste. Puis, mais on en a parlé justement avant les élections. Je pense que c'est Lisée qui nous disait à quel point est-ce qu'un gouvernement qui se dit pas souverainiste, mais qui vit mal avec son fédéralisme, comment est-ce qu'il va être capable de vraiment mettre son point sur la table, puis de vraiment être capable d'aller faire des gains justement auprès de la fédération? Ben écoute, tout est là, puis ça va être un de ses défis. Puis on a déjà vu que ça avait ses limites, puis on va le voir là, avec la fameuse la loi sur le 21 ans pour la consommation du cannabis. Mhm. Et il est attendu. Tous les points que tu as nommés tantôt, d'ailleurs, la limitation de 40 000 immigrants, ça aussi va être attendu là-dessus. D'ailleurs, on a vu déjà les espèces de commentaires qui sont venus de Justin Trudeau par rapport à ça, qui étaient limite condescendants. Ça va être ça va être une belle, ça va être une belle épreuve de leadership pour M. Legault, ça. Je serais intéressé d'avoir justement ton opinion là-dessus, Benoît. Est-ce que tu penses qu'il faut limiter le nombre d'immigrants par année? Qu'est-ce que tu penses de tout ce dossier-là? Je sais pas s'il faut limiter, mais je pense qu'il y a clairement un problème d'intégration. Tu sais, parce que ce qu'il faut, c'est que les immigrants, ils deviennent des Québécois. C'est ça qu'il faut. Puis là, ben, il y en a qui deviennent des Canadiens. Puis on peut pas leur en vouloir, là. Écoute, moi j'en ai plein d'amis immigrants, là. J'aurais pu le dire dans ma présentation, là. Moi, je travaille avec des immigrants. J'ai les 80% de mes amis, c'est des immigrants, là. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se reconnaissent beaucoup plus dans le Canada que dans le Québec. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Mais ce qu'il faut, c'est que les immigrants deviennent des Québécois. C'est ça qu'il faut. Donc, le problème, est-ce qu'on en reçoit trop? Est-ce qu'on en reçoit pas assez? Je ne sais pas si c'est vraiment là qui est le débat. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils Mm. sont là? C'est bien dit, ça. Fait que tu Il adoptes toujours faudrait. la position du PQ pendant l'élection, j'imagine. C'est pour ça qu'il venait te rejoindre là, Hein? justement. De quoi, c'est quoi la position? C'est qu'on Ben, c'était on pas. va demander au vérificateur général. Ben, je trouvais que c'était pas une mauvaise façon de faire ça. C'est peut-être pas la seule, mais c'était pas une mauvaise façon de gérer ça. C'est que ça enlevait une partie du politique de l'affaire. Tu sais, il y avait une façon, là, OK, c'est quoi les ressources qu'on a pour les accueillir? C'est quoi les besoins? Qu'est-ce qu'on peut faire pour concilier ça? Puis je trouvais que ça enlevait le côté un peu émotif et puis partisan de l'affaire.
Ouais, ben j'aime ton point de vue, justement, que ce soit pas un enjeu électoral, un chiffre d'émigrants, mais plutôt de juste être capable de fonctionner avec ce qu'on a pour les accueillir. Ouais. Mais tu sais, ça vient recouper un truc qu'on disait tantôt, c'est que dans un contexte où on n'arrête pas de pousser d'une façon irréfléchie l'adversaire dans des supposées contradictions, puis on va pouvoir y revenir tantôt dans le débat sur Catherine Dorion qui se retrouve pauvre elle en plein milieu de choses complètement ridicules. Reste une chose, c'est que ça aussi, c'est un levier pour justement pousser ceux qui pensent comme Benoît vers la piste du voilà, on est en présence d'un raciste. Puis là, ben, on l'a poussé, on le pousse tranquillement vers un extrême, alors que sans être en mesure de pouvoir discuter, sans être en mesure de regarder les choses froidement. Puis ce que j'aime, dans ce que tu nous disais, Ben, c'est d'enlever le volet émotif de tout ça, puis être en mesure de parler de la qualité de l'accueil qu'on fait aussi. Donc, sur un autre sujet, on a, d'un point de vue économique, peut-être une régression du Québec Inc. On ne peut pas vraiment continuer à parler de ça sans, en regardant toutes les nouvelles dans l'actualité. On se souvient que Rona avait été acheté par l'américaine Lowe's en 2016. Donc là, Rona va fermer 9 magasins. Donc, Lowe's vit actuellement des difficultés aux États-Unis, puis ça a bien sûr des impacts maintenant sur Rona, alors que, on se faisait rappeler jusqu'à dernièrement que pourtant Rona, ça avait l'air d'aller relativement bien. Sinon, Cico qui a annoncé la fermeture de son usine de production de Beauport, puis il déménagerait son entrepôt de Longueuil en Ontario. Bien sûr, François Legault en a même profité pour appuyer les travailleurs et suggérer du bout des lèvres de boycotter Cico. Je suis intéressé à avoir votre opinion sur quand un politicien nous dit de boycotter une entreprise privée. Comment est-ce que vous prenez ça? Mais sinon, Bombardier a aussi annoncé une nouvelle vague de mise à pied et la vente du Q400. Donc, on parle de 5000 personnes, dont 2500 au Québec. Fait que l'affaire a vraiment pris une tournure inattendue. Et finalement, Via Rail qui va faire ses achats chez l'Allemand Siemens plutôt que, comme on l'aurait pu l'espérer, chez Bombardier. Donc, chez Bombardier à la Pocatière. Oui, exactement. Donc, ça fait pas mal, les gars. Comme on disait, peut-être une régression du Québec King. Comment vous prenez ça? Tiens, Benoît, vas-y. Comment je prends ça? C'est pas mon domaine d'étude beaucoup, là, mais c'est sûr que c'est difficilement les bonnes nouvelles quand les gens, quand on perd des pouvoirs, quand on perd la possibilité de gérer nos affaires nous-mêmes. Tu vois, je suis un peu indépendantiste, moi, dans l'âme, là, même si j'enlève mon côté vraiment partisan politique. Je trouve ça vraiment terrible quand nos compagnies disparaissent. Que c'est plus des Québécois qui sont propriétaires, je trouve ça plate. Après ça, est-ce que ça veut dire que je suis pour l'intervention de l'État dans chacune des transactions? Je suis pas prêt à dire ça non plus. À un certain moment, on vit dans le libre marché, puis il faut accepter ça. Mais il me semble qu'on en perd pas mal, là. Il me semble qu'on aurait probablement pu faire ça autrement. Ouais, puis j'aime ton point de vue justement sur est-ce qu'on devrait intervenir, parce qu'après ça, je veux dire, à force d'intervenir, à quoi ça sert justement d'être dans un monde capitaliste? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt avoir toutes des entreprises des entreprises nationalisées? Bon, ça c'est vraiment un autre débat. Faut voir quoi, là. Moi que Hydro-Québec soit nationalisé, là, j'ai zéro problème avec ça, là. Tu vois, il y a des trucs comme ça là, qu'il faut voir. Là. Après ça, les peintures Cico, là, c'est peut-être moins nécessaire. Ben, c'est ça. Puis si à chaque usine qui ferme, je veux dire, on peut pas nécessairement la racheter. Là, c'est vraiment déplorable qu'il y ait beaucoup de gens qui perdent leurs emplois. Mais je sais pas à quel point, je veux dire, je connais pas le domaine de la peinture si finement que ça, disons. Mais
sais, je sais pas à quel point, pourquoi est-ce qu'ils ferment cette usine-là. C'est parce que celle-là est pas rentable, puis ils s'en vont faire ça dans un endroit où ça coûte un peu moins cher de fabriquer, ou si c'est plutôt parce qu'ils ont besoin de produire moins de pointure, ou en tout cas, je sais pas trop. Ben, il y a eu un développement quand même dans ce dossier-là. Aujourd'hui, on apprenait qu'ils vont garder un siège social à Montréal, quand même, pas à Beauport. Un slogan, on n'en a pas, puis c'est à Beauport. Non, mais puis que les jobs, l'école bleue, les travailleurs, eux autres, ben, ils vont perdre quand même le job. Mais ils vont garder un siège social qui nous disait à Montréal. Puis ça, c'était selon ce qu'on apprenait, en réaction justement à ce que tu nous disais tantôt, LP, aux propos du premier ministre sur le boycott, qui aurait eu quand même leur effet. Cela dit, on sait que ça peut être dangereux parce que si les Américains se mettent eux-mêmes à boycotter nos produits, ben là, on risque d'être perdant dans ce jeu-là. Mais tu sais, c'est un peu déplorable. En tout cas, je veux bien qu'on dise « OK, c'est bon, mais on va laisser ça ouvert ». Je trouve que c'est pas nécessairement tant de tout ça qu'on a besoin. Tu sais, je veux dire, là, ce qu'on perd, c'est probablement des emplois qui sont, ben, justement, des emplois syndiqués. Tu sais, c'est encore, d'une certaine façon, un recul de la collectivité du travail, de la communauté autour d'une organisation comme ça. Là, on va garder des emplois qui sont non syndiqués probablement. Je ne suis pas tout à fait certain exactement si le siège social sont non syndiqués, mais je l'imagine. Pour, au final, enlever des emplois syndiqués, est-ce que ça veut dire que les syndicats devraient ne plus exister? Parce qu'on s'entend que si on pense comme un patron américain, c'est pas mal comme ça que ça se passe, là. Mais probablement que ça va être moins cher de produire aux États-Unis, puis ils ont des raisons d'affaires qui leur fait prendre leurs décisions. Mais moi, là, quand je regarde tous ces différents dossiers-là, puis je vois qu'on est prêt encore une fois à réinvestir dans Bombardier, ben, je trouve ça vraiment difficile. Qu'on est toujours prêt à supporter les multinationales, mais qu'on est toujours à décrier les investissements ou chaque moment où on va investir dans notre filet social. Puis ça, je commence à trouver que ça fait beaucoup. Parce que là, on parle pas, c'est pas des petites sommes, là, c'est des sommes qui pourraient être structurantes pour le Québec. On donne ça à des organisations qui nous disent on garde des jobs de qualité au Québec. Et puis, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ces jobs-là s'en vont. Puis, tu sais, je sais, Benoît, tu m'en parles. C'est toi qui m'avais lancé l'idée à un moment donné. Tu m'avais dit, imagine si on avait donné 1 million, on avait distribué le 1,3 milliard, on avait distribué ça à coût de 1 million auprès de nos PME, puis on leur avait dit, créez-nous chacun 1 à 5 jobs. On serait déjà plus loin que ce que Bombardier nous fait pour le Québec. Ton gros problème, ça a arrêté de trouver 1300 PME. Ça a arrêté ça, ton problème. C'est vraiment, c'est ça le point. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, puis on le sait au Québec, l'économie passe beaucoup par les PME. Puis ça, puis là, c'est sans parler du fait qu'on a déjà un conflit d'intérêts avec Fitzgibbon. Là. On disait tantôt le Parti du changement. J'espère que c'est pas on n'est pas encore une fois là, sur le chemin du changement quand on voit déjà qu'on est dans les conflits d'intérêts. T'sais. Mais il reste une chose, c'est que faudrait vraiment qu'on commence à regarder nos intérêts un peu plus proche du monde normal. Qu'est-ce qu'il y en est? Comment est-ce qu'on pourrait les amener à garder nos gens au travail? C'est pas nécessairement dans des jobs à 100 000 $ que ça se passe. Ouais, puis comme tu dis, je veux dire, le gouvernement, d'ailleurs, ben en fait, tous les élus, tous les politiciens n'arrêtent pas de faire l'éloge de la société québécoise comme étant créatrice de PME et tout. Mais après ça, quand on entend parler de grands coups d'éclat, ben c'est sur les grosses entreprises, bien sûr. Tu viens d'en parler rapidement, Denis, mais je vais peut-être vous relancer là-dessus. Dans le fond, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, se ramasse sous la loupe du commissaire à l'éthique parce que, bon, alors qu'il était en train de gérer le dossier Bombardier au gouvernement du Québec, les médias révèlent un conflit d'intérêts. Donc, il est actionnaire d'une entreprise fournissant des pièces pour les avions de Bombardier. Bon, là, bien sûr, les partis d'opposition ont demandé qu'il se retire du dossier pour le moment. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire?
qu'il se retire du dossier, c'est peut-être sage, là, qu'il soit coupable ou pas, ou je sais pas. Mais, tu sais, à un moment donné, tu peux pas non plus. Le gars, il a un portefeuille, là. Il faut pas toujours présumer que ce gars-là va d'emblée favoriser son portefeuille au détriment des autres, là. Ceci dit, peut-être qu'il favorise son portefeuille, je le sais pas, mais il est pas mal il est pas mal jugé coupable en partant, là. Puis ça, on l'a eu, ça me fait penser à d'autres situations où les gars étaient présumés coupables alors qu'ils étaient juste encore chef d'opposition. Pierre-Carl a eu pas mal de troubles puis il était pas rendu là. Mais tu sais, le point, là, puis c'est complètement irresponsable. Fitzgibbon, on n'aurait jamais dû apprendre ça par les médias. C'est lui qui aurait dû le dire. Effectivement. Mais quand même, là, en tout cas, je suis un peu de... Tu sais, comme Benoît, tu dis... en même temps, il y a combien d'entreprises, là? Je veux dire, si j'investis dans quasiment n'importe quelle entreprise au Québec qui fait de l'aéronautique, il y a des méchants de bonne chance qui vendent des morceaux à Bombardier. Là, après ça, je veux dire, est-ce que ma compagnie qui fait des vis aéronautiques, je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est une grosse industrie au Québec, l'aéronautique, puis je pense que, tu sais, ils l'ont redit justement dans les semaines dernières. Donc après ça, moi, ça me fatigue là, juste que quelqu'un... Je comprends là, si la personne avait été vraiment à 100% actionnaire chez Bombardier ou un gros actionnaire dans une de ces compagnies-là, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas. Je pense que c'est plutôt, comme tu dis, ça fait partie de son portefeuille. Après ça, bon, il va avoir ils vont investiguer la question, le commissaire à l'éthique va checker ça, puis s'il y a vraiment un blâme à attribuer, ben j'espère que ça va avoir lieu, mais en attendant, je pense pas qu'il faut virer fou pour ça, là. Ça allait quand même un peu plus loin que juste un portefeuille, là. Je pense qu'il était membre du conseil d'administration aussi, là. Mais comme tu dis, si tu fais des pièces d'aéronautique, il y a bien des chances que tu vas en vendre à Bombardier, là. Mais ça arriverait pas si on n'investissait pas d'argent public dans Bombardier. Ben là, après ça, je pense pas que... En tout cas, pour mon côté, je pense pas nécessairement que le Québec doit se retirer de tout ce qui est privé non plus, là. 1,3 milliard, là, c'était pour sauver 2000 jobs, là. Ben, 1,3 milliard, là, c'est 70 000 par année pendant 13 ans, gratis, 2000 jobs. Fait que là, calique, on les a pas eu pendant 13 ans, ces jobs-là, là. Je suis désolé, là. On est perdant de 7 ans quelque part là-dedans, là. Ouais. On est à moins 500, là. On est perdant de quelques années, effectivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand les Nordiques, il y avait la saga des Nordiques en 95, puis LP, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, comme si c'était hier. Tu t'en souviens très bien. Comme M. Parizeau avait demandé des garanties, avait demandé même une participation pour investir dans les Nordiques, puis tu sais, ça avait été, mon Dieu, scandale auprès de la direction des Nordiques, qu'eux autres voulaient simplement se faire donner de l'argent. Il y a ça aussi, là. Il y a la participation. À un moment donné, ça devient tannant. Maintenant, à partir du moment où on décide de s'impliquer puis d'investir dans nos industries privées, il faut aussi s'assurer on est complètement transparent au point de vue des conflits d'intérêts. Puis moi, vous avez raison, il faut être équilibré, il faut dire, puis je suis certain que M. Fitzgibbon est de bonne foi dans l'histoire. Mais Christy, on peut pas, c'est pas de même que ça marche. On peut pas juste dire, ben oui, tu vas être... C'est pas comme ça que ça marche. La transparence, c'est à toi de divulguer l'information d'une façon proactive. Si tu le fais pas, Christy, t'as manqué ton coup. Puis c'est déplorable. Je voyais cette semaine, là, pas cette semaine, aujourd'hui même, Marc Garneau. Puis ça, je passe un peu sur un autre plan, mais quand même, au moins je reste dans le sujet. Marc Garneau qui disait impuissant, là, puis on reste chez Bombardier pour vous dire. Hein, pour Via-Rail, il disait qu'il se disait impuissant, puis qu'il ne pouvait rien imposer à Via-Rail, il ne peut rien imposer aux entreprises. Moi, je trouve ça vraiment épatant, ce genre de choses-là. Puis là, on le voyait faire son espèce d'aveu de faiblesse avec les mains en l'air, les petits bras tendus en voulant dire « Je suis impuissant ». Pourtant, quand vient le temps d'imposer de quoi aux provinces, ils ne gênent pas le gouvernement fédéral. C'est incroyable de voir le pouvoir qu'ils ont sur les provinces qu'ils ne réussissent pas à avoir sur leurs propres institutions ou sur les entreprises privées.
Puis, en fait, moi, je le vois mon analyse est de deux côtés. Premièrement, bon, je suis très de mauvaise foi, puis je me demande si ça avait été Villarreal qui avait voulu acheter des voitures. Est-ce qu'il aurait été acheté en Allemagne ou s'il aurait acheté en Ontario? Bon, telle est la question, mais disons que le gouvernement fédéral a quand même un historique d'aider l'Ontario pas mal plus. Mais sinon, d'un autre point de vue, j'ai comme l'impression que dans le... Puis là, tu sais, on va s'en aller dans la politique internationale un peu. J'ai comme l'impression que dans la situation où est-ce qu'on est en ce moment, d'un point de vue mondial, beaucoup on parle beaucoup d'économie nationale, particulièrement aux États-Unis, qui se replient un peu sur eux-mêmes, puis avec America First et tout. Je me dis, est-ce que le gouvernement fédéral s'est plutôt dit on va laisser ça aller comme ça. C'est bon que ce soit les Allemands spécifiquement parce que ça prouve justement qu'on est dédié au projet de l'économie mondiale et non pas au refermement sur notre propre territoire. Ben moi, je pense qu'il est trop tard. Là, ces règles-là, quand même, ils existent. Là. On aura beau on peut faire nos journaux d'estrade là-dessus. Reste une chose, c'est que je le comprends pourquoi il dit qu'il est impuissant. C'est parce que c'est des règles qui sont déjà mis en place depuis un certain temps. Fait que maintenant, est-ce qu'il veut faire un message? Moi, je pense qu'il manque l'opportunité de lancer un message un peu plus nationaliste canadien dans un contexte comme celui-là. Je sais pas, Ben, qu'est-ce que tu en penses? Ça n'existe pas, ça. Le nationalisme canadien, hein, ça n'existe pas. Ben. C'est ça qu'il dit. C'est le premier ministre qui le dit qu'il n'y a pas de nationalisme. Exactement. On est post-national. Il n'y a pas d'identité canadienne. Ça n'existe pas. Ben non. C'est sûr que si le gouvernement peut pas forcer, mais au moins suggérer à une compagnie de soutenir les entreprises canadiennes ou québécoises, ou là, dans ce cas-ci, ça a peu d'importance, ça doit au moins être envisagé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Encore une fois, ça non plus, c'est pas mon corps de métier, donc je peux pas vraiment dire que je peux me prononcer de façon sans équivoque, mais il me semble que je trouve des fois qu'on réfléchit pas assez. Il me semble qu'on pourrait penser aux affaires plus. Il doit y avoir moyen de trouver des solutions. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a trop de politique. On reparle-tu de Netflix un peu? Il me semble qu'il y a de quoi avec Netflix là, qu'on n'a pas compris. Là. Alors ça, c'est terrible. Ben sinon, justement, en parlant de l'autre... du rock du reste du Canada. Donc, particulièrement en Ontario, les services francophones potentiellement coupés. Là, on a quand même du développement sur la question. Mais en fait, Doug Ford, le premier ministre de la province d'Ontario, motivé par les défis financiers, a annoncé la semaine dernière que son gouvernement allait éliminer le projet de l'Université de l'Ontario français et le commissariat aux services en français. Donc, la francophonie passe en mode résistance. Les Franco-Ontariens sont appelés à se mobiliser contre les compressions. D'ailleurs, encore sur la question de la langue, peut-être, Hydro-Québec a envoyé environ 400 000 factures qui sont en anglais seulement. Les consommateurs ont le choix de recevoir un document unilingue anglophone. Alors, pour commencer, Benoît, tell me why it's too late, much too late. Je ne sais pas s'il est too late, mais c'est sûr que pour les Anglos, les Franco-Ontariens sont une partie négligeable de la population. Là. Je ne dis pas qu'ils méprisent ou quoi, ça reste à d'autres à démontrer ça, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas très importants politiquement. Ils votent tous libéral à peu près de toute façon. Fait que Doug Ford, il perd 0 vote avec ça. Et non seulement il perd 0 vote, il en gagne. Taper sur une minorité, surtout les francophones, c'est très, très, très payant. Moi, je suis sûr qu'il a fait ce calcul-là pour la quantité de votes francophones qui, de toute façon, ne devait pas vraiment encore avoir vraiment. Ben, il en gagne un sacré bloc, là, tu sais. Taper sur du francophone au Canada, ça a toujours été payant. On l'a vu au Nouveau-Brunswick. C'est quoi la joke, hein? Le Canada, c'est le seul pays où parler français, c'est pas cool. Puis quand même, si on parle d'importance démographique, c'est quand même presque 5% de la population de l'Ontario qui est francophone. Je veux dire, je trouve pas que c'est si... surtout que
Je trouve que c'est pas si négligeable, surtout dans l'état où est-ce qu'ils sont en ce moment, qui sont extrêmement dévoués à peu importe la cause qu'ils vont aller appuyer. Tu sais, il y a un gros mouvement en ce moment, puis ils n'ont pas juste... tu sais, je pense pas que ça fait seulement qu'écho à la population francophone, mais je pense que ça doit avoir aussi un impact sur le côté anglophone en Ontario. En tout cas, fait que c'est certain qu'ils se font traiter comme vraiment une minorité telle qu'ils le sont, mais peut-être des fois justement comme une minorité qui est qui est encore moins importante que les autres, parce qu'on sait bien que dans le multiculturalisme canadien, c'est difficile d'être francophone. De toute façon, tant qu'à être dans les blagues, hein, on le sait, c'est quoi la blague dans l'armée canadienne? C'est qu'il n'y a pas de racisme, que tu sois noir, chinois, indien, peu importe, tout le monde est traité comme les Québécois. Mais on est quand même devant une belle contradiction canadienne, là. Tu sais, là, c'est ça. C'est un beau pays bilingue, mais on n'est pas bilingue, là. Les seuls bilingues, c'est les Acadiens puis les Québécois, là. Les autres sont pas bilingues. Moi, je pense que cette stratégie-là de Doug Ford était très bien calculée. Il est très, très habile. C'est un des politiciens les plus habiles actuellement. Ne serait-ce que sur le rétablissement du poste de commissaire au service en français. Ça, là, cette tactique-là, ça, c'était quelque chose qu'il a aboli en sachant très bien qu'il allait le redonner par la suite en négociation. C'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est donné une marge de concession. Puis là, tout le monde embarque là-dedans comme « Ah, ben, il a fait ça ou pas. » Mais au final, la vraie coupe, c'est l'université. Ben, il l'a fait. Oui, mais puis tu sais, je veux dire, on le sait, en politique, ils font ça à chaque fois, là, dans pas mal dans chaque projet de loi, il y a une mesure qui fait aucun sens, puis là, quand ils l'enlèvent, ben là, ils font des concessions, sont donc ben fins, mais après ça, je veux dire, ça enlève pas l'odieux du geste en général, là. Sinon, en parlant de gestes en général... Hey, je me sens quand même, les gars, je suis désolé, je me sens quand même obligé de revenir là, parce que j'enseigne à plein de Canadiens qui apprennent le français. Là, donc, de dire que c'est pas vrai qu'il y a pas de. Il y a juste les Acadiens puis les Québécois qui sont bilingues, c'est un peu exagéré. Donc, mais quand même. C'est pas la majorité des Canadiens qui parlent français. Ouais, non, t'as raison. Puis, tu sais, je veux dire, je travaille souvent, tu sais, je travaille dans le domaine du jeu vidéo, puis souvent, on a des gens qui viennent, tu sais, du reste du Canada, qui ont travaillé dans des compagnies de jeux vidéo à l'extérieur, puis après ça, ils viennent au Québec, ils travaillent à Montréal, ou des fois même à Québec, hein, qui sait. Puis, malgré qu'ils aient vécu au Canada, qui a fait leur école primaire, secondaire au Canada, ben quand ils arrivent au Québec, pour comprendre le français, faut qu'ils reprennent les cours quasiment de base en entreprise, là. Fait que, il y en a qui s'en sortent vraiment bien, mais je pense qu'il faut pas se cacher que les cours d'anglais au Québec, ils doivent avoir un pas mal plus grand taux de réussite que les cours de français au Canada. Ben, le contexte est différent. Là. C'est ça. C'est pas mal plus facile d'apprendre l'anglais au Québec que d'apprendre le français à Moose Jaw, mettons. Là. Ah ouais. C'est une réalité. Mais le bilinguisme canadien, c'est quand même un mythe. Là. Je veux dire, tout le monde peut être d'accord sur les 3 peuples fondateurs, mais de dire après ça, puis je veux dire, c'est pas une question de sont méchants. Parce qu'ils sont pas bilingues francophones dans le reste du Canada, c'est que ça ne nous en tenons qu'aux faits. Ça marche pas. C'est pas ça, ça marche pas. C'est pas bon. La preuve, Benoît, tes propres étudiants, quand ils quittent le Québec après une immersion, ils disent « Je retourne dans mon pays ». Oui, c'est arrivé, là, ça arrive régulièrement qu'il y a des Canadiens qui viennent ici et ils disent « Ah oui, je vais retourner. » Par exemple, ils vont passer une fin de semaine chez eux. Puis là, ils disent Oh, I went back to Canada. C'est ça qu'ils disent. Ben voilà. Tu sais, là, voyons donc. C'est parce que la société distincte, là, ils comprennent. Là. On leur a jamais expliqué quand ils étaient trop jeunes pour ça, la plupart, mais ils comprennent ça, là. Puis, un exemple que je donne souvent à mes étudiants, c'est que dans la manière de créer des pays, là, il y aurait bien plus de bon sens que le Québec soit séparé du Canada, que le Panama soit séparé de la Colombie. Ça est saisi un peu. Mais la plupart, ils finissent par comprendre que, ouais, non, c'est pas la même chose, là. Puis ça enlève rien aux Canadiens, là.
Ils sont super corrects, les Canadiens. Ils font leurs affaires selon leurs priorités. Puis c'est ça qui est ça. Puis c'est pas les mêmes, pas toujours, en tout cas. Des fois ça concorde, mais c'est pas toujours les mêmes priorités que les priorités des Québécois. Puis c'est ni bien ni mal de dire ça. C'est juste la réalité. Puis comme minorité, on peut pas aller chercher notre compte dans les décisions politiques qui sont prises à Ottawa. C'est complètement illogique de le penser. On n'est qu'à regarder, si on n'est pas capable de le voir dans notre propre fédération, on n'est qu'à regarder ce qui se passe en Angleterre avec les Écossais. Entre l'Angleterre et les Écossais, c'est le même principe. Justement, puis en effet, en parlant de ça, en parlant de souverainiste et de souverainisme, on va parler un peu de l'avenir du PQ. Hein? Fait que le PQ il a tenu son premier grand rassemblement militant depuis la défaite d'octobre. Donc, en gros, les présidents des circonscriptions du PQ poussent un retour de l'indépendance au cœur du message du parti. Il y a aussi Lisée qui dit avoir fait la meilleure campagne, il dit avoir rien à se reprocher. Sinon, les militants, eux, reviennent sur la fameuse question du chef de QS, en disant peut-être que c'est là qu'il y avait l'erreur. Bon, Lisée affirme que c'était nécessaire pour stopper Québec solidaire. Pour lui, c'est mission accomplie. Sinon, la CAQ était mieux positionnée pour exprimer un désir de changement. Il n'aura pas fallu de reporter le référendum. Sinon, alors, est-ce que la campagne du PQ était parfaite, Benoît? Parfaite! Écoute, je crois pas qu'il ait fait. Moi, j'adore. Attends, Attends, oui ou non, un là. instant, je veux juste souligner une affaire parce que c'est absolument fabuleux. Est-ce que la campagne du PQ était parfaite? Benoît, président de Charlesbourg. On t'écoute. Qui était d'ailleurs représentant pour la capitale nationale lors de cet événement. Évidemment. Moi, je m'attends juste à un oui ou non. Là. La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Non, écoute, c'était pas parfait, là. C'est jamais parfait. Mais moi, ce que je peux dire, par contre, puis là, je pense qu'on l'a dit déjà quelques fois, on est dans la région capitale nationale. Puis le PQ dans la capitale nationale, là, c'est pas donné, hein? Donc, ce que je vais dire, c'est que pour la première fois depuis longtemps, dans cette campagne électorale-là, avant le fameux débat à TVA, où là, Lisée a questionné Manon Massé sur qui était le chef de QS, il y avait comme une ouverture. Je dirais pas que les gens étaient prêts à voter PQ ou à aller changer d'idée ou je sais pas quoi, mais là, au moins, ils nous fermaient pas la porte d'en face. Ils nous serraient à la main. Il se passait quelque chose. Là. Ils disaient, ouais, ok, on va écouter ce qu'ils ont à dire eux autres, un peu quand même. Ils sont pas si farfelus que ça. Donc, la campagne parfaite, voyons donc. C'était un peu une blague, ton affaire. Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant, par contre, ce que tu viens de dire. Il y avait une ouverture, donc, parce qu'effectivement, tu as raison. Là, je veux dire, dans les campagnes antérieures que moi j'ai vécues, c'était des insultes, puis comme tu dis, des portes fermées, claquées d'en face. Non, puis regarde, tu prends juste. On a eu quand même des. Bon, je parle pour Charlesbourg, là. On a eu quelque chose qui a passé, qui a eu plusieurs vues sur Facebook, là. Puis tu regardais les commentaires, puis après ça, dans le journal, puis tu sais, il n'avait pas justement, d'insultes, puis de mots, de choses épouvantables là, qui pouvaient se dire. Ben, parce que vous aviez une candidate qui était vraiment issue du monde normal. C'est le même que vous l'avez présenté. C'est un peu ça l'idée. Mais écoutez, moi je veux revenir sur ce qui s'est passé 2 secondes. Je vais pas trahir le huis clos, là, mais je pense que je peux dire 2 ou 3 choses par rapport à ça. Revenir à la promotion de l'indépendance, je pense que c'est une super bonne idée, mais il va falloir que ça aille plus loin que ça. Là. Si les gens pensent que crier indépendance plus fort que les autres, ça va arranger tout, là, ben ils vont avoir une grosse surprise. Donc, aussi encore une fois, sans trahir le huis clos, le chef, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec. Quand il dit que ça s'est bien passé, là, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec. Ben moi, effectivement, à partir du moment où l'exercice, c'est un exercice de déresponsabilisation, où on ose dire des choses comme celle-là, honnêtement, ça m'intéresse même pas. J'aime bien mieux me tourner vers les citoyens, puis pas perdre de temps avec, encore une fois, à passer des heures à regarder le nombril de ce parti-là. Je regarde le nouveau chef commenter depuis un certain temps, tu sais, puis il commente tranquillement sur Twitter l'actualité. Il est en opposition systématique sur à peu près tout ce que va faire la CAQ, ça c'est évident, mais qui essaye de faire des crocs en jambes à QS. Puis là, je vous le dis, les gars, ok, je suis pas QS, mais
J'ai sacré. J'ai le droit, c'est un podcast. Je suis pas QS, mais de voir le PQ qui a rien à proposer et qui n'a qu'à chialer sur ce que QS fait actuellement, puis qu'eux autres, on le sent qu'ils sont au travail, qu'ils sont motivés, qu'ils ont de l'énergie, qui ont le goût de contribuer, ben je trouve ça vraiment décevant. Je trouve ça navrant. C'est des vieux réflexes du PQ, puis moi, ça me donne pas un signe comme quoi ça va mieux aller. Maintenant, ils ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour encaisser le coup. C'est un coup qui a fait mal. Le PQ, je pense pas qu'il a compris qu'il n'est plus un parti dominant. Ben, puis, pour revenir sur ton point, sur le fait qu'ils ont commencé à attaquer un peu plus QS, je trouve que c'est peut-être ça peut être une réaction normale en ce moment, mais il va falloir se ressaisir à un certain moment. Ben oui. Je veux dire, si tu reviens, là, il y a une coupe, peut-être il y a 2 ans, jusqu'à il y a 1 an, ou jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Québec solidaire, leur cible première, c'était pas mal le Parti québécois. Mais c'est certain que ce qu'ils avaient en tête, c'est, tu sais, j'imagine, ils voyaient l'élection arriver. Là, il n'y a pas d'élection là, qui s'en vient. Là. Essaie de parler justement des enjeux qui te tiennent à cœur et non pas essayer de se battre pour une part de demi-gâteau de partie de 3e puis de 4e, c'est clair. de 2e puis de 3e. C'est qui le 3e, opposition, c'est qui le 4e, c'est ça n'a pas de sens. Le gagnant de la dernière élection, c'est la CAQ. C'est pas Québec solidaire. Je sais pas je sais pas pourquoi on passe notre temps à définir, j'allais dire nous définir. Tu vois, j'ai encore un attachement à ce parti-là, mais ça n'a aucun bon sens. C'est pas Québec solidaire n'a pas gagné la dernière élection. C'est la coalition Avenir Québec. Puis il va falloir les regarder les raisons qui ont gagné parce que il va falloir les accepter. Puis ça, c'est un piège dans lequel tombe même Québec solidaire. Quand tu regardes leurs propres propos, ils nient le vote québécois, puis ils disent que ce qu'ils nous disent, c'est que les Québécois n'ont juste pas compris. Puis ça là, c'est un trait de caractère péquiste en tabarnouche, puis on le retrouve chez Québec solidaire, peut-être plus fort encore que chez les péquistes, de nier la volonté populaire parce que nous, les intellectuels et les gauchistes, on a beaucoup mieux compris ce que les gens veulent que ce que les gens nous ont exprimé ce qu'ils voulaient. Ça va être très intéressant pour la suite. C'est pas de leur faute si le monde ne savent pas ce qui est bien pour eux. Ben non, c'est clair. On va leur expliquer. On va mettre tellement d'énergie à leur expliquer qu'ils vont changer d'idée. Moi, là, écoute, il y a une chose que je trouve encourageante dans puis là, je reviens au PQ. C'est l'arrivée de Mégane Perry-Melançon. Je commence à faire un peu d'autopromotion, engagé public pour notre prochain podcast. Soyez à l'écoute. Vous allez découvrir une fille absolument authentique, transparente, grounded sur les vrais enjeux, sur les enjeux importants, puis sur le vrai monde. C'est intéressant, puis ça fait du bien. Puis j'espère qu'ils vont nous la mettre un peu plus à l'avant, non formatée, parce que ce n'est pas une politicienne qui gagne à être formatée. C'est une politicienne qui gagne à la laisser être elle-même. Pour continuer là-dessus, ce qui a été, à mon avis, un des points les plus positifs de la réunion du PQ de la semaine passée, c'est la réaction des jeunes, les interventions des jeunes. Je pense que c'est ça qui est le plus positif dans tout ça. Tu veux-tu dire qu'il y avait beaucoup de... est-ce que tu vois une bonne relève? Il y a des jeunes qui ont envie que ça marche, cette affaire-là, en tout cas. Puis eux autres, ils sont prêts à faire les changements nécessaires. Ce que d'autres sont, disons, moins enclins à faire. Mm-hmm. Puis peu importe ce qui va arriver, un clash. Peu importe ce qui va arriver dans ce parti-là, ça va se faire dans la douleur et les cris. Ils nous ont habitués à ça, de toute façon. Mais c'est pas perdu. Tu sais, ceux qui l'ont enterré, ce parti-là, ils ont peut-être sorti les pelles trop vite. Mais que l'on est d'accord. Pas exclu. C'est pas exclu. C'est non. Dans l'ordre des possibles, mais ça se peut que ce parti-là revienne. Moi, je pense que le Parti québécois a tout ce qu'il faut pour revenir. Maintenant, il va falloir que cette jeunesse-là, celle que tu viens d'évoquer, démontre sa distinction puis prenne s'affirme. Tiennent leur bout. Qu'ils tiennent leur bout. Parce que trop souvent, on les a vus se ranger derrière la stratégie du parti. Puis ça les a pas toujours servi.
En parlant de parti qui revient, le nouveau chef du Bloc québécois, il va être choisi en février. Selon la rumeur, et François Blanchet Bon, y a plus de se rumeur, présenterait à là. la chefferie. C'est fait, c'est confirmé. Ouais. Fait que bien sûr, les députés bloquistes l'invitent à devenir leur chef. Fait que les 10 députés l'appuient déjà. On a vu ce que ça vaut, l'appui des députés du Bloc québécois dans le passé. Écoute, sans farce... C'est-tu assez pour ressusciter le mort? J'étais déjà en train de te couper. Je veux dire, j'ai rien à dire là-dessus. Ça m'intéresse tellement pas, man, le Bloc québécois. J'ai fait 2-3 fois, je les écris pour qu'ils m'annulent, qu'ils m'effacent de leur base de données. Puis je continue à recevoir le communication. J'ai rien à rajouter. Fait que pour toi, la présence québécoise dans la fédération qui peut-être qui peut-être représente le fait justement qu'il y a 2 solitudes à Ottawa, pour toi, c'est pas vraiment essentiel. On devrait se concentrer ici. C'est pas le point dans ce cas-là. Dans mon propos, c'est surtout que ces individus-là ont besoin de regagner beaucoup de crédibilité. Surtout, en tout cas, pour moi, là, puis peut-être pour plein d'autres Québécois. Leur crédibilité est à refaire au complet. Au complet. Ils ont, pour moi, en ce moment, le Bloc québécois, avec ce qu'il est, avec son aile jeunesse particulièrement, c'est la risée du cosmos. J'ai pas grand-chose à ajouter. Il est peut-être trop tard pour le Bloc québécois. Ils sont peut-être à une élection trop tard. En parlant justement de cible, c'est peut-être pas la risée, mais disons qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont attaqué, en parlant du Dorion Gate. Donc, en fait, Catherine Dorion a été très visible dans les médias dernièrement, plus en fait pour la forme que pour le fond. On pense à une vidéo qu'elle a faite. Le 3e lien, c'est de la merde. Elle a aussi comparé le 3e lien à une ligne de coke. Puis après ça, les médias ils ont révélé qu'elle possède une Subaru Crosstrek 2015. Fait que là, il y en a qui estiment que son comportement est incohérent avec la position du 3e lien. Elle, bien sûr, elle réplique « J'ai les mêmes contradictions que tous les Québécois. » d'autres, oui. Fait que Denis, tu l'as interviewé, qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu une Québécoise? C'est-tu le monde normal, Catherine Dorion? C'est quoi? Je pense que Catherine Dorion clash avec son propre parti même. Je suis d'accord. À quel point, oui, c'est une femme normale. C'est une Québécoise normale. Puis c'est l'endroit, peut-être, où ce qui est anormal, c'est qu'elle a elle a la conviction et la détermination de rester elle-même. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les Québécois. Elle a quelques pièces il y a quelques pièces de communication de Catherine Dorion qui m'ont un peu déçu là, depuis son élection. Entre autres, les vidéos sur le 3e lien, c'est de la merde en Espagne, où elle donne la parole à des gens qui connaissent rien du dossier. C'est un petit peu... Bon, c'est puéril. Ça m'a un peu déçu. Cela dit, pour ce qui est de la fameuse analogie sur la cocaïne, c'est une bonne analogie. C'est même pas... C'est une analogie qu'on aurait pu entendre dans le monde, justement, dans le monde normal. C'est rien de très, très grave, en tout cas. Ça, c'est certain que si c'est pas la meilleure analogie qu'elle aurait pu faire. Moi, c'est quand on essaie de la pousser dans des supposées contradictions parce qu'elle a un véhicule. C'est des distractions. Pendant ce temps-là, le pauvre monde qui embarque dans ce discours-là, à discuter autour de ça, on n'est pas en train de parler des choses qui ont des impacts réels pour nous. On est en train de jouer le jeu des... Je veux même pas dire des élites, des gens qui jouent une game à plus haut niveau puis qui essayent de nous pousser dans d'un extrême à l'autre puis de nous opposer constamment pour jouer le business. Demandez-vous pas pourquoi après ça la classe politique qu'on a est décevante là. On a le spectacle. Puis si Catherine Dorion n'aura servi qu'à une chose, c'est de nous démontrer à quel point ce spectacle est déprimant et à quel point on est pris dans une manipulation, une petite manipulation qui nous ramène
constamment à des petits enjeux, ben crime, ça aura toujours été ça, puis c'est très, très important. Mais moi, je reste convaincu qu'elle va être en mesure de nous amener plus loin si elle ne se laisse pas écraser, puis si son énergie reste intacte. Chose que, par contre, on peut douter. Maintenant, j'invite les gens à aller réécouter, évidemment, notre entrevue. Mais c'est parce que, oui, OK, encore une fois, shameless promotion. Ouais, mais serrer la plug oui, ici. mais il reste une chose, c'est qu'on en avait parlé, hein, c'était genre 2 semaines avant tout ça. On avait parlé, j'ai eu l'impression qu'on a eu un moment de clairvoyance où ce que maintenant on a parlé du traitement journalistique auquel elle allait faire face puis qu'elle allait subir. Puis à ce moment-là, son propos, puis je vous invite à aller écouter le soupir quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu vas faire, puis qu'elle a fait je le sais pas. Ben là, il est temps, là. Moi, je pense. Puis toi, Benoît, vraiment, justement, là, qu'est-ce que tu penses d'une écologiste avec une tuque en VUS? je pense qu'elle peut bien faire ce qu'elle veut. Je suis convaincu qu'il y a plein de filles qui se promènent en VUS maintenant qui se sont achetées une tuque parce qu'ils se reconnaissent dans Catherine Dorion. Regarde. Mais moi, j'ai la tuque. Le traitement que Catherine Dorion reçoit ces temps-ci, là, c'est une pièce d'anthologie pour démontrer les défis du journalisme en 2018. Là. Regarde, elle parle. Les deux éléments. Bon, moi aussi, je suis d'accord avec Denis là, que les Espagnols qui disent que le troisième lien, c'est de la merde, c'était pas sa meilleure. Mais, tu vois, elle se présente pour la première fois devant les journalistes. Elle parle des politiciens qui changent puis qui adoptent la langue de bois au contact des journalistes. Puis après ça, il parle de l'ex-URSS. Elle dit que le troisième lien, c'est une fuite en avant. Il parle de la ligne de coke. Il passe à côté des messages les 2 fois. Est-ce que c'est sciemment? Je ne le sais pas. Je veux pas les accuser de rien. C'est ce que moi j'appelle le business. Pourquoi ils font ça? Parce que ça vend pas? Parce que de parler du fait que les journalistes sont peut-être un peu agressifs avec les politiciens, c'est moins vendeur que de parler de l'ex-URSS. La clip est moins bonne. C'est quoi la raison? Pourquoi ils font ça si c'est consciemment qu'ils font ça? Mais la réponse est dans ta question. Ouais, ben, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça être moins cynique un peu. Mais c'est dur. C'est dur. Je le sais. Ça sera pas facile d'aider son prochain. Mais ça, c'est intéressant. Sais-tu pourquoi? Ça sera pas facile d'aider son prochain. Mais moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que le cynisme se tourne vers d'autres types d'establishment, l'establishment journalistique. Mais là, à ce moment-là, on est rendu où? Là, on est-tu dans un discours qui est en train de virer vers le discours de Trump? On est-tu dans un populisme de gauche? Arc! Du populisme! Merci beaucoup, les gars. On va s'en aller vers la fin de notre émission. Donc, en fait, pour terminer, est-ce que vous auriez une proposition de qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine? Ben moi, je pense qu'on pourrait écouter l'entrevue avec Mégane Perry-Melançon qui va... Il me semble que j'ai déjà entendu parler de cette affaire. Encore une fois de la promotion. Non, mais tout le monde restait à l'écoute. Quelques jours après le lancement de ce podcast que vous écoutez actuellement, il va y avoir le lancement d'une entrevue que j'ai eue à l'Assemblée nationale avec Mégane Perry-Melançon, la nouvelle députée de Gaspé, où elle nous raconte, entre autres, là, elle nous parle d'elle dans une discussion très transparente, très authentique, mais aussi, elle nous parle, elle relate un peu comment elle a vécu toute la saga autour du pôle 61, là, qui a nécessité un recomptage après qu'elle ait été donnée perdante. Donc, elle est revenue sur cette saga-là, puis elle nous dévoile des choses là, supplémentaires que ce que les médias nous ont dit. Merci beaucoup. Toi, LP, tu nous proposes quoi? Toi, t'as pas rien, ouais, c'est ça. Toi, tu vas pas nous proposer d'aller au Salon du livre de Rimouski ou... Oui, ben en fait, de mon côté, je vous propose une fois de plus une sortie assez culturelle et à l'extérieur. Bientôt, à partir du 11 décembre, le festival Luminothérapie va commencer. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'est à chaque année depuis 9 ans maintenant. Il y a un festival Luminothérapie. On se souvient, c'est quoi la luminothérapie? C'est un peu pour nous remettre sur nos pieds pendant l'hiver. Hein. Il fait noir beaucoup. L'atmosphère est lourde. On dort. Puis quand on se lève le matin, il fait encore noir. Quand on s'en va quand on revient du travail, il fait noir. On voit jamais le soleil. Ben justement, la luminothérapie pour nous aider à nous en sortir. Donc, dans le quartier des spectacles, cette année, ça s'appelle l'effet
l'effet domino. Donc, en fait, je vous invite, bien sûr, bon, c'est sûr que là, si vous êtes à Québec, ça vaut la peine vraiment de venir à Montréal. De toute façon, c'est jusqu'au 27 janvier, fait que vous avez le temps de passer. Je pense que ça a lieu pas mal à tous les jours, là, surtout en après-midi et en soirée. Puis, comme assez fréquemment, en fait, c'est une installation qui est participative, fait que vous pouvez participer à l'art public. Donc, voilà, je vous y invite de Québec à Montréal. Alors, voilà, c'était notre balado cette semaine. Donc, n'oubliez pas, engagez-vous, impliquez-vous. On n'en a pas vraiment parlé, mais il y a une partielle dans Robertval. Donc, si vous êtes intéressé, allez vous impliquer là-bas, peut-être pour votre première implication ou pas. On vous invite à y aller. Bien sûr, c'est pas parce que l'élection est passée que le combat est terminé. Sinon, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, Google Podcast et SoundCloud. Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter et visitez notre nouveau site web à engager avec un S public avec un S.com. Donc, merci beaucoup les gars. À la semaine prochaine. Merci à toi, Alpin. Merci. Benoît, je t'appelle-tu Ben ou je t'appelle Benoît ou je t'appelle J'aimerais B? mieux Benoît. Benoît. Appelles-tu B? Tu Alors, sais que B, Ben, la liste de personnes qui m'appellent Ben est assez courte, puis il faut que ça fasse au moins 25 ans qu'ils me connaissent. C'est parfait. Moi, tu peux m'appeler LP, puis la liste de personnes qui m'appellent Louis est assez courte, puis il faut qu'il couche avec moi.